On passe à la séquence sur le renouvellement des actifs. C'est quand même un sujet, un gros sujet de la filière laitière. Donc avec une présentation là, de Christophe Perrault, qui est un expert du sujet, qui sera ensuite complété par un apport original de James Hogg sur les femmes en élevage. Et la conclusion sera faite par Marie-André Luyerne, vice-présidente de la FNPL, et qui est chargée de cette question à la Fédération des producteurs de lait. Vas-y Christophe. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'ai fait un premier exposé sur le renouvellement des actifs et l'évolution de l'organisation du travail dans les fermes laitières, avant un zoom sur les femmes, puis une conclusion. Donc, l'année dernière, j'avais évoqué le passage du pic de la vague démographique dans le secteur laitier, donc, ce qui m'avait valu pas mal d'incompréhension sur les réseaux sociaux, voire plus. Alors, depuis, j'ai vu que l'argument était quand même plutôt repris, en particulier par le président du CNIEL. Donc ça exprime l'idée que la totalité de la vague démographique n'est pas passée, mais le pic de la vague est passé, et ce qui, dans la descente de la vague, offre des possibilités de maîtrise en fait, des processus qui me paraissent plus importantes. Donc je vais continuer un peu l'exposé sur ce thème-là, sachant que ça a été un peu abordé ce matin dans le propos sur l'économie d'exploitation. Tout ça se passe dans une période économique plus favorable et accélère en fait la transformation des exploitations laitières. Donc j'avais parlé l'année dernière d'un choc de robotisation. Il y a aussi très nettement un recours accru au salariat, une intensification par vache, retour à la croissance des plus grandes exploitations. Et la question, alors peut-être un peu iconoclaste finalement, qu'on verra à la fin, c'est quelle est finalement la place pour les installations de nouveaux éleveurs et de nouvelles éleveuses, puisqu'on a vu que l'efficacité, enfin la productivité du travail dans l'exploitation avec robots notamment est 40% plus élevée. Donc pourquoi ce passage spécifique de la vague démographique dans le secteur laitier? En fait, les éleveurs laitiers, ils quittent massivement le secteur dès 60 ans, et donc la transition est en fait plus rapide que dans les autres secteurs. Vous avez ici l'animation de la pyramide des âges entre 2015, 2018, 2021, 2024 et à la simulation 2027, 2030, 2033. Donc on voit qu'il y a un taux de départ très impressionnant entre 60 et 63 ans. Dans les autres secteurs, ça se passe plus tard et plus progressivement. Donc la fin de la pyramide des âges n'aurait pas la même allure. Donc l'année dernière, j'avais dit que 30% des producteurs de lait de 2018 avaient quitté le secteur en 2023. En 2024, je suis plutôt à 38%, ce qui est en ligne en fait avec la projection de 50% de départ en 2027. Alors c'est la projection des départs. Il y a une partie de ces départs qui sont remplacés, mais le taux de remplacement est assez faible. Donc un petit zoom sur la nature de ces départs. En fait, il y a 30% d'arrêt du lait, donc poursuite d'une activité agricole avec des céréales ou de la viande, et il y a 70% d'arrêt d'un statut de chef non salarié agricole, alors qui débouche sur 70% de retraite, 16% de salariat non agricole, surtout dans les tranches d'âge plus jeunes, 9% de salariat agricole, en toute petite partie sur les mêmes exploitations, ça concerne le changement de statut des femmes, et 4% de sortie par décès, qui est un taux un peu plus faible que dans les autres secteurs, parce que les producteurs laitiers sont plus jeunes. Donc c'est en fait la traduction de ces pyramides des âges à gauche, là, peut être synthétisée avec l'évolution de l'âge moyen dans le secteur. Donc vous voyez que le sommet, a priori, a été dépassé en 2023, et l'évolution du pourcentage d'éleveurs de plus de 55 ans et de moins de 40 ans. Donc les éleveurs de plus de 55 ans sont en train de partir, et donc leur proportion va diminuer, et le pourcentage de moins de 40 ans potentiellement va augmenter, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait gagné. Donc dans ce contexte, en fait, la transformation des exploitations laitières s'accélère. Donc le choc de robotisation en orangé, là on est passé de 8% de robots en 2016 à 19% en 2023. Donc en 2024, on doit être à plus de 20%, avec des gros écarts sur le territoire. Donc une coupure nord-sud très forte. En Bretagne, c'est plutôt 20-25%. En Normandie, 25-30%. Dans le Grand Est, c'est plus, avec 40% dans les Vosges.
Et ce que je n'avais pas encore vu tout à fait l'année dernière, c'est le rebond du salariat, en fait. Alors, il y a deux sources. Les petits ronds bleus, c'est le recensement agricole. 4% en 88, 7% en 2000, 7% des ETP salariés en 2000 dans l'exploitation laitière, 11% en 2010, 15% en 2020. Mais à partir de calculs, à partir des données de la MSA, sur toutes les exploitations ayant du lait, on voit que ça a rebondi très fort. En fait, il y a eu une stagnation un peu après la crise de 2015-2016, mais après 2020, on serait à 21%. Alors tout ça, c'est en partie permis, je pense, par une amélioration économique qui vous a été montrée aussi ce matin, un doublement de la marge milk, au moins en euros courants, donc il faudrait la raboter un peu pour tenir compte de l'inflation. Donc le point suivant, c'est le développement d'exploitation de plus de 150 vaches laitières. Donc à gauche, vous avez l'évolution du nombre d'exploitations de plus de 100 vaches, alors qui ont été un élément central dans la sortie des quotas laitiers. Donc ça, il y avait 10% des vaches laitières dans ces étapes de plus de 100 vaches en 2010. En 2020, on était à 33%. Aujourd'hui, on est à 40%. Donc ça se tasse un peu. Par contre, ce qui se passe, c'est dans les tranches les plus importantes, surtout si on regarde ça en indice à droite. Donc il y a une progression depuis 2015 assez importante des élevages de plus de 150, 300 vaches laitières, 200 vaches laitières. Donc la courbe sinusoïdale, c'est les plus de 400 vaches laitières qui ont été a priori un peu affectées par la fermeture de la ferme des 1000 vaches qui a vu une réduction de ce nombre de très grandes exploitations avant de rebondir. Donc la dernière transformation à l'œuvre, c'est une reprise de l'intensification laitière par vache. Donc à gauche, vous avez l'évolution du rendement laitier apparent des vaches laitières depuis 2005. Donc il y a une phase de progression très rapide de l'ordre de 100 litres par vache laitière et par an, avec une période dans laquelle les 75% des exploitations restantes étaient en croissance et en croissance forte. Il y a une phase de stabilisation qui doit s'expliquer en partie par la progression de la part de l'agriculture biologique qui a été multipliée par 4 entre 2010 et 2020. Et depuis 2020, donc on a un redémarrage avec un rythme qui n'est plus tout à fait en moyenne de 200 litres par vache laitière et par an, sauf sur la toute dernière période, avec donc cette transformation de la main-d'œuvre et l'apparition de robots. Sachant que alors les marges de progression, si on se réfère à ce qui se passe en Europe, la moyenne européenne a dépassé le rendement moyen français vers 2015 à peu près là. Et donc aujourd'hui, la moyenne française est encore sous le rendement moyen européen, et ça pourrait également changer ou préfigurer une poursuite de la progression. Alors un dernier aperçu là pour ressouligner encore une fois que ces phénomènes ils sont pas homogènes sur l'ensemble de la France laitière. Il y a des contrastes territoriaux très importants, y compris dans le Grand Ouest, comme on l'a montré avec la présentation d'une étude sur la déprise laitière au Salon de l'Agriculture. Donc vous avez ici l'évolution des livraisons de lait dans un certain nombre de départements assez emblématiques du Grand Ouest. Donc il y a des dynamiques fortes en fait qui se consolident en Normandie, dans la Manche et dans l'Orne. Dans le Finistère et dans le Morbihan, on avait des périodes de croissance très forte de production en 2015-2016, mais tout a été reperdu depuis. Donc on est revenu au niveau de 2006. Et en Vendée, bon, les évolutions sont encore plus saccadées. Croissance très forte entre 2006 et 2015 et des croissances très fortes depuis. Alors toutes ces évolutions différenciées en fait, sont sous le contrôle de paramètres multiples que sont la démographie agricole, l'avantage comparatif pour la production laitière, qui joue probablement de façon forte en Normandie, où on peut faire de l'herbe et du maïs dans de bonnes conditions, même avec le changement climatique. Il y a la pression liée aux alternatives agricoles, qui est aussi très différente entre ces secteurs. Des économies d'agglomération qui disent qu'en production laitière et porcine,
Ça coûte beaucoup moins cher de produire et de transformer du lait en zone dense. Donc il y a un avantage aux zones denses. Et donc tout ça se déroule dans un régime dit de concurrence et donc fait bouger la production laitière sur le territoire. Donc ma dernière diapo, en fait, c'est, pour revenir à l'introduction, c'est une nouvelle organisation du travail. Quelle place pour les installations ? Parce que pour l'instant, mon discours était de dire que si on regarde le nombre d'installations laitières aidées ou pas en France, donc graphique du haut, depuis 2010, notamment si on zoome sur les installations à moins de 40 ans, en fait, la valeur est relativement constante. Sur les plus de 40 ans, ça a été un peu perturbé par le changement de statut de femmes qui ont intégré des GAEC, notamment les GAEC mari-femme, qui ont eu beaucoup de succès. Mais en fait, ce qui se passe depuis, si on regarde le dernier point 2023, alors qui est un point provisoire, puisque donc pour calculer ça, j'essaye de regarder au niveau de la MSA quels sont les exploitants qui élèvent des vaches laitières, qu'ils soient spécialisés ou pas. Donc il y a un peu de retard sur les appariements. On a l'impression que la valeur 2023 va être plus basse, elle ne va pas pouvoir remonter jusqu'au niveau des autres. Et cette tendance baissière semble confirmée par le graphique en bas à gauche, là, sur les installations laitières aidées en Bretagne. Donc 2024, un chiffre très bas, et 2023, pas très bon non plus. Alors pour finir mon graphique du haut, oui, alors il y a quand même un signe d'espoir pour faire la transition avec James, c'est que 2022, c'était le record historique d'installation de femmes de moins de 40 ans. Donc pour conclure là, sur cette partie transformation de l'organisation du travail, la place des installations, en fait, il y a deux hypothèses possibles qui peuvent expliquer un coup de mou en 2023-2024. Soit c'est des projets différents en attendant de connaître les nouvelles politiques régionales à l'installation, puisque vous savez que les DJA sont maintenant dans les mains des régions et avec des modalités assez différentes. Donc ça, en général, ça peut décaler des projets. Donc on va voir s'ils reviennent en 2025. Et l'autre, en fait, c'est que en fait, la poussée des robots et des salariés prendrait la place d'une partie des éleveurs. Donc va-t-on vers une transformation majeure de l'organisation du travail dans l'exploitation française ? Est-ce qu'on va vers un scénario à la danoise en zone de plaine ? Ce qui veut dire, compte tenu de la productivité apparente du travail qui vous a été montré tout à l'heure, ça voudrait dire diviser encore par presque 5 en fait, le nombre d'éleveurs laitiers en passant de 75 000 à 15 000, y compris pour produire 24 milliards de litres. Donc je vais maintenant passer la parole à James sur les femmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci beaucoup Christophe pour cette transition parfaite. Donc, nouvelle organisation du travail, quelle place pour les installations ? Je vous propose qu'on regarde ensemble comment ça se passe justement pour les femmes. Bon, je pense que vous avez une idée, mais en gros, le parcours à l'installation est plus difficile pour les femmes, donc elles font face à une série de freins spécifiques, donc d'abord des freins économiques, avec des prêts bancaires qui sont moins élevés, donc des vendeurs et des bailleurs de terre plus défiants à l'égard de leur projet ou à l'égard d'elles-mêmes aussi, en tant que responsables, on leur fait moins confiance. Elles bénéficient moins de la DGA aussi, notamment dans le secteur bovin-lait. En fait, il y a 30% des femmes qui en bénéficient, alors qu'il y a 50% des hommes, et ça, c'est des raisons de date d'installation, donc elles s'installent aussi plus tardivement que les hommes, alors c'est un critère d'obtention de la DGA, bien sûr, et aussi qu'elles s'installent sur des surfaces plus petites que les hommes en moyenne. Elles arrivent aussi dans le métier avec parfois des projets atypiques, enfin, en tout cas en pourcentage c'est plus atypique que les hommes, et ça peut être un risque de refus aussi, c'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément aux besoins du territoire, ou alors c'est parce que justement on ne leur fait pas confiance, on se dit bon c'est... voilà, et on ne sait pas encore si c'est parce que ce sont des femmes ou parce que c'est la nature du projet ou les deux. Alors ça nous amène sur la prochaine, l'autre frein, qui sont liés bien sûr, les freins économiques sont liés aux freins sociologiques et culturels. C'est l'un des grands freins à l'entrée des femmes dans le métier, c'est la pratique de la transmission de la ferme aux garçons de la famille, où les filles ne se projettent même pas en fait. Enfin, en général, ça commence à changer justement, on le voit dans la reprise des fermes,
l'homme reste vu comme le propriétaire, le transmetteur du patronyme, donc du nom de famille. On va transmettre le nom, on va transmettre l'exploitation, on va transmettre le capital productif. Et ça, ce n'est pas uniquement dans le secteur agricole, aussi on le voit dans les maisonnées, dans les commerces, c'est la même dynamique. Et aussi, ce qui est important aussi de retenir pour la suite de la présentation, qui va être courte, je vous rassure, c'est qu'il y a un tiers des femmes qui s'installent encore sur la ferme du conjoint. Et ça, c'est très important dans les dynamiques, la répartition des tâches sur les fermes, la répartition du pouvoir et leur visibilité globalement. On observe aussi, donc on a enquêté auprès des femmes sur les fermes et aussi on a adressé un questionnaire à 150 éleveurs et 150 éleveuses pour connaître en fait l'organisation du travail selon la nature et la composition des collectifs de travail dans lesquels elles sont insérées. On a regardé donc les femmes installées en individuel. Là, ce qu'on observe en termes de travail, en termes de répartition du pouvoir sur la ferme, c'est des éleveuses qui sont autonomes, avec une capacité d'innovation, d'adaptation aux situations. L'importance du choix aussi, de recruter ou non, de donner un sens à son travail. On a regardé également les équipes conjugales, les équipes mixtes. Donc là, la question de l'installation sur la ferme du conjoint est très importante. Donc la répartition du travail, elle se détermine, et ce n'est pas uniquement observé en agriculture, mais sur la notion de complémentarité des sexes, donc avec des compétences naturelles spécifiques à chaque sexe qui déterminent finalement leur place sur l'exploitation et qui est justifiée. Et ce qui donne, donc les femmes effectuent les travaux plutôt d'intérieur, les travaux moins visibles, elles ont aussi une grande part dans le travail domestique, et les hommes sont placés sur les travaux d'extérieur plus visibles, donc les travaux des champs, et aussi, c'est pas cité ici, mais la présence dans les instances, voilà, les responsabilités, souvent c'est les hommes qui les occupent. Et on a aussi regardé ce qui était intéressant, alors statistiquement c'est marginal, mais il y a des collectifs féminins, donc des femmes qui travaillent ensemble, donc des sœurs, des amies, et là ce qu'on a observé, c'est des systèmes de roulement dans le planning de travail, ce qui fait que les associés sont autonomes sur toutes les tâches, elles savent tout faire, et aussi elles peuvent prendre les décisions sur chaque outil, l'améliorer ou non, donner leur avis en fait à part égale avec tous les associés. Donc ça c'est très intéressant. Il y a aussi un cas où il y a un couple d'éleveurs, hommes et femmes, qui fonctionnaient selon la répartition sexuelle du travail. Ils ont divorcé, la femme est partie, et quand le mari s'est ensuite associé avec son frère, ils ont mis en place un système de roulement dans le travail. Donc c'est vraiment la complémentarité des sexes qui est très invoquée en fait dans les cas conjugaux. Donc ici, on a comparé une série de tâches, qu'est-ce que vous faites sur la ferme, entre hommes et femmes, et on voit clairement que voilà, ce qui est surligné, c'est l'entretien du matériel, travaux des champs. Les femmes en sont absentes, donc ce qui roule, elles ne le font pas, et ce qui est vert, elles le font. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des tâches allouées en fonction du sexe, mais aussi en fonction du collectif. Pour le cas, donc les femmes qui sont installées seules à gauche et les femmes qui sont dans les collectifs conjugaux à droite, on voit que ces dernières-là, elles effectuent encore moins le matériel, enfin les travaux de champ et du matériel. Donc c'est pas uniquement une question de... Enfin, c'est la question de la composition du collectif de travail, en termes de sexe, elle est très importante. Or, ce qui est important de retenir ici, c'est que les femmes innovent finalement sur les fermes pour elles-mêmes, pour se faciliter le travail, parce que le matériel n'est pas adapté à leur morphologie, globalement. Ça, c'est revenu dans tous les entretiens. Et elles innovent pour se faciliter le travail, mais ça bénéficie à tout le monde, en fait. Le travail devient plus simple pour l'ensemble du collectif, et parfois va même bénéficier aux animaux. Donc là, les enjeux de durabilité sociale qu'on évoquait tout à l'heure, ils sont très importants quand on pense aux femmes en élevage. Mais elles innovent dans le cas où elles ont une maîtrise de la tâche, donc c'est-à-dire avec une répartition équilibrée du travail, et qu'elles ont le leadership suffisant sur les fermes pour instaurer un changement. Donc il faut... là, c'est des questions justement de répartition du pouvoir sur les fermes qui est importante. Ce qu'on a observé, c'est les cas d'équipes conjugales où il y a un roulement dans le travail. On observe aussi des innovations, on observe aussi des femmes qui prennent des responsabilités. Et donc, ce qu'on peut conclure dans notre étude du GIS Avenir Élevage et aussi de la littérature représente, c'est que la répartition genrée des tâches professionnelles, c'est un frein à l'innovation en fait, en élevage. C'est un frein surtout à la circulation des savoirs. Voilà, donc mettre en place des roulements dans le travail, ça nous semble très important. Une gouvernance égalitaire entre les associés. Et c'est pour les objectifs de bien-être au travail, et pour le bien-être animal aussi. Alors, il y a des détails, en fait, des exemples d'innovations qui ont mis en place pour leurs propres bénéfices et finalement qui ont bénéficié aux animaux aussi. Ça, c'est à retrouver dans la synthèse générale du travail qui est disponible en ligne.
Et très rapidement, voilà, femmes en élevage, c'est très hétérogène. Il y a différentes façons de se représenter le métier, différentes façons de travailler, différentes façons d'entrer dans le métier. Et nous, les critères qui viennent vraiment des éleveuses elles-mêmes, hein, qui nous ont paru très importants pour elles, en fait, pour se représenter le travail, c'est donc en haut, est-ce qu'elle remet en question la division du travail? C'est-à-dire que ce n'est pas normal que moi, en tant que femme, je fasse ça, j'ai envie de faire autre chose, mais j'ai des empêchements ou il y a une contrainte extérieure. Ou au contraire, des éleveuses qui considèrent que la division, sexuelle du travail, elle est naturelle et elles revendiquent, elles se disent, c'est parce que j'ai des compétences de soins, de minutie, que je fais ces tâches et que c'est normal et que c'est aussi pour ça qu'on doit inclure les femmes en élevage. Donc ça, c'est l'un des grands critères qui nous a permis de repérer les différentes tendances. Et aussi, très important, c'est justement le pouvoir, le leadership sur les fermes. C'est-à-dire à droite, on a des éleveuses qui disposent du leadership sur toutes les sphères, en fait, que ce soit le recrutement, l'orientation stratégique de la ferme, les investissements, qui sont patronnes, en fait, vraiment au sens noble. Et à gauche, on a des éleveuses qui sont responsables d'une partie de la ferme, donc d'un atelier, mais qui n'ont pas la main mise sur l'ensemble de la ferme. Et bon, je ne pourrais pas développer ici, hein, chaque profil est assez riche et intéressant, mais je vais maintenant passer la parole à Marie-André pour ouvrir le débat et conclure. Merci d'avoir mis cette thématique sur le renouvellement des générations et sur la place des femmes. Alors, la place des femmes, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une nécessité absolue pour la filière laitière. Si on n'arrive pas à renouveler en faisant venir tous les talents, eh ben, on n'arrivera pas à garder ces 23 milliards de litres qu'on clame haut et fort. Les femmes ont toujours été présentes dans la production laitière, pas toujours visibles, mais toujours présentes. Dans les actifs qui partent en retraite, il y a des hommes et des femmes, donc on a besoin de tous pour pouvoir relever ce défi. Dans les chiffres qu'on a vus, il y a peut-être une amélioration des installations des femmes de moins de 40 ans, mais il faut savoir qu'il y en a quand même que 16% à l'heure actuelle, donc c'est quand même pas suffisant. Mais il faut être positif. Les feux sont au vert, on a vu ce matin, la conjoncture est meilleure. On pourrait dire que c'est plus facile de se projeter pour les personnes qui ont des projets hommes ou femmes. Il y a de très nombreuses jeunes femmes dans les parcours agricoles. Dans les parcours agricoles en études supérieures, il y a même plus de femmes que d'hommes. Donc il y a un vivier. Les femmes arrivent plus tard dans le métier agricole, on l'a vu, souvent après 40 ans. Elles ont souvent une première expérience professionnelle, souvent de très bons bagages, mais pas forcément agricoles. Mais pour moi, c'est apporter aussi du plus à la profession. Ça peut que nous faire progresser. Les femmes qui choisissent ce métier, elles trouvent du sens dans notre métier de productrice et producteur de lait. La qualité de vie, oh là, je suis en train de toucher le diaporama. Elles trouvent du sens, qualité de vie, possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale. Alors maintenant, c'est à nous collectivement de rendre ces projets possibles. Alors tout d'abord, avoir une image positive du métier. Je pense que de toute façon, pour l'installation, il faut être quand même dans une image qui donne envie. On a eu l'occasion, et j'espère que tout le monde l'a vu, de sortir un hors-série sur l'éleveuses laitières. Il est temps, l'éleveur laitier, c'est un peu dépassé. L'éleveuses laitières, ça a quand même du sens, avec des profils dans tous les métiers de la filière laitière, de la production, mais jusqu'au bout de la chaîne. Alors, il y a bien sûr à lever des freins, on a vu, ils ont été mentionnés, le financement, les fonciers, mais il y a aussi surtout besoin de montrer des modèles inspirants et se dire que c'est possible, puisque une telle ou une telle l'a fait, pourquoi pas moi, du moment que c'est une envie personnelle, il faut montrer de beaux exemples. Il est aussi de notre responsabilité de bien recevoir les jeunes filles, jeunes hommes, lors des moments de stage. Il faut surtout les accueillir. C'est un peu plus compliqué
pour trouver des stages. Personnellement, sur ma ferme, je peux le dire, à chaque fois que j'ai eu des jeunes femmes, ça a toujours été top, j'ai jamais eu rien à redire, elles ont toujours été bien. Et quand c'est les garçons, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. C'est peut-être une exception. Je ne suis pas objectif. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà. Alors, c'est bien, je vous ai réveillé, je vous ai fait réagir. Il est quand même une chose sûre, c'est que quand il y a une mixité dans un collectif, il y a une performance globale dans toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité. Quand il y a mixité, et ça c'est des études, hein, ce n'est pas l'Institut ici qui l'a fait, mais c'est des études qui disent qu'il y a performance. Donc de toute façon, il ne peut y avoir que de la performance supplémentaire s'il y a mixité. Moi je pense que le salariat est une bonne porte d'entrée pour les jeunes femmes qui veulent arriver dans le métier. Ça aide à déjà avoir de l'expérience, s'intégrer dans un groupe. Et moi, j'ai des exemples autour de moi où le salariat a été une première porte d'entrée. Et après, ça a été la possibilité de s'associer dans une ferme existante, parce que là, on a parlé beaucoup de projets personnels où on doit aller trouver une ferme, le foncier. On peut aussi s'intégrer dans un collectif existant. Et c'est là qu'on a vu que il y a de la place, puisque pour certains, la solution, c'est le salariat, la robotisation ou autre. Donc, il y a des places à prendre dans des collectifs et des fermes existantes. Je pense qu'il ne faut pas se bloquer à ça. Alors, le métier s'est quand même beaucoup amélioré. Il est moins physique qu'auparavant. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein. On a à travailler sur l'adaptation du matériel et des installations. Et de toute façon, si le matériel et les installations sont plus faciles et plus confortables, ils le seront pour les femmes, mais ils le seront aussi pour les hommes. Donc tout le monde aura à y gagner, donc c'est un sujet qu'on doit travailler. Et c'est vrai que la robotisation, on en a quand même beaucoup parlé aujourd'hui, je pense que c'est aussi une facilité pour concilier vie professionnelle et vie familiale, puisque les traites, c'est au moment où les enfants vont à l'école le matin, et c'est au moment où ils reviennent de l'école le soir, donc ce n'est pas toujours compatible, et avec la robotisation, ça peut peut-être donner un peu de souplesse. Alors, en tout état de cause, le métier, lorsqu'il est choisi, bien vécu, les agricultrices, elles sont des professionnelles comme les autres, quoi. On ne doit pas les stigmatiser, elles sont là, elles font le taf, quoi. Elles sont très performantes, elles apportent beaucoup au collectif, elles ont beaucoup à apporter aussi dans les instances agricoles. Je fais un petit zoom, hein. Il ne faut pas qu'on les laisse que dans les fermes, il faut qu'aussi, après, on les fasse progresser dans les instances. Et le renouvellement des générations ne se fera pas sans les femmes, ça c'est clair, on se reverra dans quelques années. Et c'est vrai que l'enjeu, il arrive très vite, quoi. C'est d'ici 2030, donc 2030 pour moi c'est demain, c'est dans 5 ans. Un agriculteur sur 2 et une agricultrice sur 2 va prendre sa retraite, donc ce n'est pas le moment de tergiverser, c'est le moment d'agir. Et c'est vrai que c'est pour ça que la FNPL et que le CNIEL se sont saisis de ce sujet-là, parce que la place des femmes, comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment une nécessité absolue pour notre filière. Merci. Merci Marie-André et merci aux deux présentations. Et le débat des actifs est un vrai débat, le renouvellement des générations et la place des femmes. J'ai envie de te dire, Marie-André, si la ferme laitière en est là aujourd'hui, les femmes ont eu un rôle très important, et notamment dans une exploitation laitière. Après nos 2 guerres mondiales, c'est quand même elles qui ont tenu les exploitations et la traite. Je suis d'accord avec toi, elles ne sont pas été toujours reconnues à leur juste valeur, mais ont eu une place capitale, et je le pense sincèrement pour l'avoir vécu chez moi-même aussi. Voilà. Et les femmes ont une importance capitale pour le développement de l'agriculture. Je fais juste une petite parenthèse à quelque chose qui me passionne, c'est l'Afrique. Et on développe les projets alimentaires au Sénégal, avec les femmes notamment, puisque c'est une préoccupation de nourrir leurs enfants. Voilà. Un grand merci à toi, un grand merci à vous. Je crois qu'on ne peut pas prendre de questions. Moi, je croyais qu'on était dans les temps. Un quart d'heure de retard, c'est normal en agriculture, mais on dit non. Donc, merci. On va aller déjeuner. Hein,